Petit rayon de soleil qu'on a parce que les nuages s'installeront cet après-midi puis on prévoit beaucoup de pluie dans les prochains jours. Toujours un grand privilège de pouvoir recevoir Marie-Ève Doyon en studio. Salut, comment ça va Marie-Ève? Ça va bien, 30 octobre, la veille de l'Halloween, mais aussi l'anniversaire du référendum. C'est une date, je dis à la blague, là, on dirait que ça fait une semaine que c'est le 30e anniversaire, là, parce que on là... dirait que ça fait un mois. Ouais. Plus que ça, effectivement. On dirait que ça fait un mois. Il y a cette course à souligner un anniversaire des fois qui fait qu'on oublie quasiment la vraie date, mais c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de ça 30 ans plus tard? Quel est le pouls? Qu'est-ce que tu ressens, toi, ce matin? 30 ans plus tard, la force est d'admettre que la souveraineté n'a pas levé beaucoup plus qu'à l'époque. La question de la souveraineté là, est toujours autour de 30, 32, 35 %. Et évidemment, on a un chef maintenant au Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ramène le référendum dans les promesses et les engagements de son parti. Voter pour le Parti québécois, c'est savoir que l'article 1, c'est celui qui est l'engagement à faire le pays. Alors, tu sais, les sondages nous disent que les Québécois veulent Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois, mais ils ne veulent pas de référendum. Alors, ça va amener très rapidement, on s'en va vers une élection, qu'elle soit hâtive ou pas. À l'automne l'année prochaine, on va avoir un nouveau gouvernement, c'est assuré au provincial. Est-ce que ça va être avec la promesse de tenir un référendum et une obligation pour le Parti québécois de tenir ce référendum, ou est-ce qu'on va reculer tranquillement sur cet engagement-là parce que la vaste majorité des Québécois n'en veulent pas. C'est d'ailleurs ce qui était au cœur du discours de Pablo Rodriguez dans les dernières semaines, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon tient le discours du référendum en nous disant que c'est normal pour une nation de vouloir être un pays. Puis l'irritation chez les fédéralistes, c'est de dire nous ne sommes pas des gens anormaux, nous ne sommes pas... le fait d'être un Québécois au sein du Québec, au sein de la Fédération, ne fait pas de nous moins des Québécois que les gens qui sont souverainistes. Ce discours-là revient dans la politique provinciale. Pour les libéraux, ça devient presque un cadeau parce que les électeurs ont beaucoup plus de facilité à se retrouver dans une question du bipartisme, t'es fédéraliste ou t'es souverainiste, que dans un univers comme celui qu'on a connu lors des 2 dernières élections où la question nationale, fédérale, provinciale était complètement évacuée ou presque. On parlait de la coalition Avenir Québec, on a fait face à la pandémie. Là, c'était plus flou. C'est quoi un autonomiste? C'est quoi être nationaliste? Alors que aucun gouvernement, peu importe qu'il soit fédéraliste ou souverainiste, ou aucun parti politique, il y a aussi Québec solidaire dans cette donne-là, il y a les conservateurs, aucun parti politique n'est capable de dire qu'il n'est pas nationaliste au Québec. Tous les partis politiques sont nationalistes. La définition qu'ils donnent au nationalisme va dépendre. C'est ça. Et les fédéralistes ne sont pas des nationalistes canadiens. Ils vont demeurer des nationalistes québécois, mais au sein de la fédération. Alors, cette opposition-là, la dichotomie fédéraliste-souverainiste, va fort probablement aider à séparer beaucoup plus les électeurs vers un parti ou vers l'autre lors de la prochaine élection. Ça va ressembler peut-être plus à l'époque rouge-bleu. Il y avait 2 partis libérales. C'est plus clair. Les électeurs, ils ont d'autres soucis dans la vie. Là. Ouais. Ils pensent beaucoup plus au coût de la vie qu'au référendum. Mais pour eux, ça devient une question clivante. Effectivement, concernant Paul Saint-Pierre Plamondon, ce sera intéressant, je présume, de voir comment est-ce qu'il va se comporter avec la montée de sa popularité. Effectivement, le clivage entre sa popularité personnelle et celle de la souveraineté, qui, selon un sondage, puis on parlera à des gens qui diraient un sondage, c'est une photo dans l'espace-temps, etc. Ça, je suis d'accord, c'est toujours un grain de sel. N'en demeure pas moins que si sa popularité monte beaucoup plus vite que la popularité de la souveraineté, c'est quand même un risque de changer de discours ou de commencer à tricoter autour de ça. Comment tu penses qu'il va réagir à ça, toi? Bien, en ce moment, il est beaucoup dans une guerre de bouettes, puis les libéraux ont dit ça dernièrement, là, à ramener l'idée de la corruption chez les libéraux provinciaux, à ramener l'idée d'une mauvaise gestion, alors que quand les libéraux provinciaux, et au prix de beaucoup de services sociaux, mais les libéraux provinciaux ont quitté le pouvoir en laissant un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars, qui a été évidemment passé dans la trappe de la pandémie, mais de plein d'autres décisions de la Coalition Avenir Québec. Côté de la gestion des finances publiques, les libéraux ont un avantage. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il tape beaucoup sur l'héritage Trudeau de Pablo Rodriguez, le chef.
On dirait que dans le débat public en ce moment, là, il n'y a plus de conversation à propos de la CAQ, à propos des conservateurs. Il n'existe... Paul Saint-Pierre Plamondon et Pablo Rodriguez savent très bien qui est l'ennemi à abattre pour devenir premier ministre du Québec lors de la prochaine élection. Paul Saint-Pierre Plamondon, par contre, à travers ça, à travers sa façon de faire et sa façon de répondre aux médias, la semaine dernière, là, il y a eu une lettre ouverte de Régis Labaume à laquelle Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu à la presse par un ultimatum. Il y a eu des chroniques contre les postures de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a eu des prises de position de Pablo Rodriguez. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est soupe au lait. Il revient rapidement avec une petite réponse. Il veut absolument avoir le dernier mot. Il est comme le petit chien à qui tu dis, tu sais, tais-toi. Il faut absolument... Et ça, c'est stratégiquement... ça va être ce qui va le perdre parce que sa personnalité, qui peut être emballante, peut aussi devenir une personnalité qui est très geignarde, plaignarde. Ça va devenir... Et n'importe quel parti d'opposition le sait déjà. Là. Ils vont juste attendre que Paul Saint-Pierre Plamondon fasse une crisette, puis ils vont la souligner très fort avec du fluo jaune. Puis regardez, vous voulez quelqu'un qui est bébé Lala comme premier ministre... Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà été fédéraliste, ne l'oublions pas aussi. Là. Il y a un passé dont il ne pourra pas toujours se cacher. Ah, puis de l'autre bord, c'est vrai aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des anciens... Il y a des gens de tous les côtés. Des renégats. Et j'ai pas de... Des renégats. Ouais, je trouve que c'est un beau mot, puis depuis que je connais la définition, c'est la première fois que je peux le sortir. Yes! J'ai du respect pour les renégats, parce que ça veut dire que c'est pas des gens qui sont fermés dans un seul discours toute leur vie. J'ai rien contre ça non plus, mais ce que je veux dire que pour moi, changer de camp, c'est pas nécessairement néfaste. Il y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Tout à fait, Marie-Ève Doyon. Et quand j'entends parler, PSPP, Pablo Rodriguez... c'est très dans les attaques. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le municipal. Puis, tu sais, ça m'a mal, Stéphane Lachance. Là, on s'éloigne-tu des vraies affaires à un moment donné? Je trouve que des fois, c'est un peu plate, là. Comment alimenter le cynisme de la politique, tu sais? Alimenter le cynisme, d'autre part, comme relationniste, comme personne qui observe beaucoup la construction des messages, les citoyens sont de plus en plus submergés par de l'information. Ils ont accès à beaucoup d'infos dans nos téléphones. On est toujours en train d'absorber. Ça devient difficile de trier l'ivraie du bon grain. Puis ces messages-là très clivants, très one way or the highway, les messages qui sont gros, soulignés, c'est plus facile pour les lecteurs de s'y retrouver. Alors, tu sais, dans l'élection à Québec, là, c'est... Vous êtes pour le tramway, vous n'êtes pas pour le tramway. Vous êtes pour Sam Hamad ou vous êtes pour respect citoyen. Il faut que ça devienne extrêmement clair. Puis ça envenime, je pense, l'espace public parce qu'on va vers des solutions faciles dans nos messages de communication. On va vers des attaques parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va sortir du lot. On ne propose pas. On propose peu de solutions constructives parce que faire de la clip, là, le malheur de la nouvelle en direct et de la nouvelle en continu, c'est qu'on ne peut plus avoir une longue conversation comme on a, nous, ce matin. Nous, on a le privilège ici de se parler 7, 8, 12 minutes. Alors qu'un bulletin de nouvelles, le soir, si vous avez donné une entrevue de 3 minutes à un journaliste sur un coin de rue pendant la journée, ils vont en retenir 8 secondes. Max. Si je vous demande de faire un silence absolu et de compter jusqu'à 8 dans votre tête, vous allez voir que c'est très long. En télé, c'est ça qu'on entend. En radio, dans les bulletins de nouvelles, c'est ça qu'on entend. Il faut condenser toute une journée de nouvelles dans 5 minutes à la radio. Alors, c'est difficile d'avoir des conversations où est-ce qu'on va dans les détails, où est-ce qu'on s'explique, où est-ce que sereinement on propose des solutions. Puis c'est où ces terrains-là? C'est les débats? Comment est-ce qu'on peut réintéresser? Est-ce qu'on peut revoir aussi peut-être les débats? T'sais, on en a fait un ici, on a participé, c'est qu'il y a un débat électoral et puis il y avait chacun leur tour du temps pour répondre, mais il n'y avait pas les périodes de un contre un, puis tout le monde contre tout le monde. Puis moi, ça, je trouve ça indigeste à chaque fois. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de revoir la manière dont on expose les idées au public pour enlever un peu de cynisme puis regagner un peu d'intérêt?
Il y a une formule qui est extrêmement populaire dans les dernières années puis qui n'a pas été reprise, notamment à la dernière élection fédérale, c'était les face-à-face TVA. À la différence des grands panels où il y a 4 ou 5 chefs de parti qui s'opposent les uns avec les autres, dans la formule du face-à-face, tu avais 2 personnes qui avaient plus de temps pour discuter, exprimer leurs idées, puis ça les obligeait à sortir juste de l'attaque pure parce qu'ils avaient, sur le temps long, ils avaient du temps et ils devaient s'exprimer. Tu peux pas attaquer pendant 5 minutes. Ça s'est pas repassé dans la dernière campagne pour plein de raisons qui relèvent beaucoup de la gestion de TVA. Après ça, moi, j'ai assisté, entre autres, à un débat de la Chambre de commerce. Il y a aussi, à un certain moment, plus il y a de candidats qui finissent par être marginaux et qui deviennent du bruit dans la campagne. Parce que, oui, ils ont le droit de défendre leurs idées, mais non, ils vont pas gagner. Alors, l'électeur qui n'a pas encore fait son idée, est-ce qu'on devrait accorder le même temps et les critères de sélection de qui participe à un débat, là? Je sais qu'au fédéral, notamment, là, Maxime Bernier s'excitait toujours en disant « je veux participer au débat », mais tout le monde sait que Maxime Bernier ne va pas gagner pour la poste de premier ministre, puis que c'est un élément perturbateur dans un débat. À quoi ça servait de l'inviter? Alors, oui, il faut revoir les structures. Il faut revoir les façons de débattre aussi. Je pense que ça se perd. J'ai entendu plusieurs débats qui étaient extrêmement féconds pendant la campagne municipale notamment. J'ai retrouvé, moi, Claude Villeneuve est un ami, là, j'ai retrouvé le Claude Villeneuve aussi qui avait envie de débattre, qui aime cette joute oratoire-là. Puis il était bon là-dedans parce que ça paraissait qu'il y avait du fun, alors que des fois, dans son poste de chef de l'opposition à la ville, on dirait qu'il s'ennuie. Qui trouve ça triste. Alors, tu sais, ça met en valeur une autre portion de ce qui est... Bon, tu sais, M. Marchand connaît très bien ses dossiers, alors que pour un parti comme Transition Québec, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont déjà perçus comme étant plus marginaux, de côté. Alors, défendre des idées, ça devient difficile pour eux parce qu'on a tendance à les mettre de côté. Il devrait y avoir une place aussi pour ces idées-là. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce que ça... Il y a beaucoup de candidats là, à l'élection municipale. À Québec, pour le poste de maire ou mairesse, il y a beaucoup de candidats. Ça rend les débats difficiles. Une campagne, c'est quoi? Cette fois-ci, elle va être une 50aine de jours à peu près. Là. Ça donne pas tant de temps que ça. Puis les électeurs, ils pensent, eux, à payer l'épicerie, comment ça va améliorer le coût de la vie. Il faut retourner vers l'électeur qui, malheureusement, cherche souvent une réponse facile à des questions difficiles. As-tu voté par anticipation? C'est fait. C'est fait? C'est fait, malheureusement. Et j'ai écrit à une candidate de mon quartier. C'était vraiment pas bien organisé à l'endroit où je suis allée voter. Ah ouais? L'endroit où je suis allée voter, c'était difficile. Il y avait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, mais quand elles arrivaient en haut de l'ascenseur, là, il y avait la file de gens qui attendaient depuis le bas de l'escalier. Ah, non! Quand moi, je suis arrivée juste avant la messe, pas très loin d'une résidence de personnes aînées. Puis là, il y avait une file interminable, mais pas d'endroit pour s'asseoir, pas de main courante pour se tenir. Il fallait faire la file dans l'escalier dans un sens, puis les gens redescendaient sur l'autre côté de l'escalier. Il fallait lâcher la rampe. En tout cas, c'était pénible. Rien pour faciliter le vote par anticipation. Et évidemment, les gens n'ont pas tous reçu leur carte d'électeur. Alors, le rendu en haut de l'escalier, il fallait trouver sa table pour aller voter. C'était plus long. Je suis certaine qu'il y a des gens qui ont tourné talon. Moi, j'ai failli dire, je vais revenir le jour J. Ouais. Mais, tu sais, faire un bureau d'élection, dans une élection municipale, faire un bureau d'élection au 2e étage avec un escalier... C'est spécial. En tout cas, moi, ça m'a semblé être trop exigu comme endroit. Puis ça n'a pas été si long pour moi, mais quand moi, je suis arrivée, la file était en bas de l'escalier, le proverbial escalier de cet endroit. Et quand je suis ressortie, la file était dehors à la pluie. Puis il y a eu 16,6 %, je pense, de taux de vote par anticipation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les gens ont vraiment à cœur l'enjeu, soit celui de changer? Tu sais, quand ça vote fort, là, on peut toujours dire les gens qui votent fort, c'est parce qu'ils veulent du changement, mais il y en a aussi les gens qui votent fort, c'est parce qu'ils n'en veulent pas, puis ils ont peur, puis ils veulent se positionner tout de suite. Rapidement. Mais il y a de plus en plus d'habitudes au Québec de voter par anticipation. C'est fait, c'est réglé. Les partis politiques vont faire voter les gens par anticipation aussi quand ils connaissent leur pointage électoral, quand ils savent qui va voter. Dites-leur d'aller voter maintenant. Les personnes âgées
votent par anticipation un peu plus pour éviter la cohue. Il faudrait faciliter cet accès-là au vote encore plus. Je sais que le directeur général des élections le fait. Il y a des priorités. Maintenant, il y avait possibilité de voter à domicile pour certaines personnes, mais il faut s'habituer au fait que les gens ne veulent plus seulement se précipiter le jour J. C'est plus comme la religion d'aller voter tout le monde ensemble. Maintenant, l'important, c'est d'aller voter, puis on veut le faire le plus tôt possible. Il faut qu'il y ait le plus de manières possibles et de moments possibles de le faire, effectivement. Marie-Ève Doyon, c'est toujours un grand, grand plaisir de pouvoir te jaser. Merci de prendre le temps de venir nous voir en studio. Avec plaisir. À bientôt. Bye-bye. 8h49, maintenant sur les ondes de CK.